vous avez un groupe d'enseignantes là, qui veulent porter des signes religieux à l'école dans l'exercice de leur fonction. Alors, tout le débat va se dérouler là, à compter de lundi prochain. Et évidemment, c'est l'opposition qu'on peut voir entre ce principe de neutralité de l'État et la liberté individuelle des employés de l'État qui vont adopter une fonction là, dans laquelle ils peuvent exercer une autorité sur, quand on regarde les élèves, là, sur les élèves à l'école primaire et au secondaire. Et, cette autorité-là peut prendre différentes formes, notamment comme souvent les professeurs ou les enseignants servent de modèle pour les élèves. Alors, c'est une forme d'autorité qu'ils peuvent exercer. Et vous avez aussi les enseignants à l'école publique là, détiennent, par exemple, un brevet d'enseignement ou une autorisation d'enseigner qui est délivrée par le ministre. Alors, ils doivent rencontrer des exigences là, très précises qui sont prévues par la loi. Ils doivent enseigner des programmes déterminés par la loi. Alors, il y a tout un environnement là, qui est prévu, là, qui fait en sorte, là, selon notre avis, là, que ce sont réellement des représentants de l'État qui sont mentionnés à l'annexe 2 de la loi sur la laïcité de l'État, où l'État, en adoptant cette loi-là, adopte ce qu'on pourrait peut-être dire là, le principe de précaution, c'est-à-dire il est conscient de son obligation de respecter l'obligation de neutralité religieuse. Alors, il va demander à certains de ses représentants qui exercent une forme d'autorité de respecter ce caractère de neutralité. Alors, tout ça pour vous dire que, en fait, c'est au nom principalement de la liberté de conscience que cette démarche s'est faite là, depuis 1993 de façon spécifique. Là. Et c'était, effectivement, personne ne pouvait s'attendre à un tel résultat là, quand on lit le jugement de la Cour suprême à partir d'une petite assemblée d'un conseil municipal. Mais on voit qu'on y retrouve tous les ingrédients là, qui ont permis de définir ce principe de neutralité religieuse de l'État. Alors, c'est à peu près tout là, que je pourrais vous... en fait, c'est l'aventure qui nous a menés là, à cet arrêt. Puis, espérons là, que le tribunal actuellement là, va le considérer à nouveau. Et puis, en fait, évidemment, tout le monde a le droit de tenter à nouveau de contester ou de faire valoir son point de vue devant les tribunaux. C'est une institution démocratique, alors il faut vivre avec ça. Mais nous, on l'a vécu, l'expérience. Hein, on l'a fait depuis 1993 pour... Enfin, c'est un long débat qui a été fait, qui a amené un arrêt majeur, là, je pense, que dans la Constitution canadienne. C'est un arrêt qui ne pourra jamais disparaître, il est là pour tout le temps. Alors, évidemment, je ne sais pas comment les tribunaux vont le mettre en pratique là, pour l'avenir, mais c'est un test, là, le procès qui se fait actuellement sur la loi sur la laïcité de l'État, c'est vraiment un test majeur. D'où la nécessité, je pense, pour le mouvement laïque d'intervenir et d'appuyer le mouvement, pas le mouvement, mais le procureur général du Québec, puis en apportant un cas particulier qui nous concerne tous, là, en fait, à tout le moins qui concerne les parents en matière d'éducation. Le mouvement laïque a fait de nombreux débats en matière d'éducation pour arriver à l'école laïque. Et puis là, on voudrait bien que ce caractère de neutralité de l'école laïque là, soit respecté à l'avenir. Alors, c'est ce que j'avais à vous exposer ce soir. Merci, Maître Allary. Avant de passer la parole à Maître Rousseau, Guillaume Rousseau, j'invite à nouveau là, les participants à ouvrir leur caméra. C'est toujours plus intéressant de voir à qui on a affaire. Et je vous rappelle aussi, des gens là, veulent déjà des éclaircissements, des précisions sur ce que vient de présenter Maître Allary.
Alors, mettez votre nom dans le chat. Moi, je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée après la communication de Maître Rousseau, à qui je donne la parole à l'instant. Donc, d'abord, merci à l'Institut pour la liberté de conscience au Canada, au Mouvement laïque québécois également, à Daniel, à Maître Allary, avec qui j'ai la chance de travailler. Donc, merci tout le monde pour l'invitation et pour l'organisation de l'événement ce soir. Je pense que c'est un beau succès là, de voir autant de monde par des moyens virtuels là, qui font que des fois, c'est un petit peu moins intéressant. Mais finalement, ce soir, je trouve ça assez vivant. Puis, jouer avec le chat et tout, je pense que ça va être super intéressant. Donc, moi, la partie de la conférence, ce que je pensais faire essentiellement, c'est présenter mon bouquin, mon dernier bouquin. Et là, évidemment, il va apparaître à l'envers, je présume, là, mais donc, pour ceux qui lisent à l'envers, donc, Loi sur la laïcité de l'État, commenter et annoter, philosophie, genèse, interprétation et application. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai été conseiller auprès du gouvernement lors de l'élaboration de l'adoption de la loi. Donc, ça m'a donné des informations privilégiées, peut-on dire, puis une connaissance de la loi assez approfondie. Donc, une fois que la loi a été adoptée, comme ça arrive souvent, ce qu'ont fait les juristes, les professeurs de droit, lorsqu'on a une loi importante, on en fait une version annotée. On prend la loi, puis ensuite, pour chacun de ces articles, on explique d'où vient l'article, comment il faut l'appliquer, et c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Je réponds tout de suite à la question que tout le monde va me poser. Pour commander un livre, vous devez écrire à édition avec un s.droit@usherbrooke.ca, donc editions.droit@usherbrooke.ca, édition avec un s.droit@usherbrooke.ca, parce que j'ai publié ça là, chez nous, aux éditions de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Je remercie d'ailleurs David Gilles et René Pruneau des éditions. J'en profite également pour remercier, je disais mon livre, mais finalement, c'est vraiment un travail collectif parce que j'ai plusieurs étudiants au doctorat qui ont collaboré au livre, donc je les remercie aussi. Éric Poirier, Nicolas Proux, Idriss Moukagni, François Côté et Chiara Mara-Bolduc. Et également, merci à Julie Latour. Vous connaissez sans doute Maître Julie Latour qui a animé le collectif des juristes pour la laïcité depuis des années. Elle nous a fait l'honneur de rédiger la préface, donc je la remercie également. Dernier remerciement, la Chambre des notaires qui a subventionné l'ouvrage. Alors, sans la Chambre des notaires, là, ça aurait été très difficile de faire ça. Alors, je les en remercie. Donc, je le disais à l'instant, donc, loi sur la laïcité de l'État, commenté, annoté, philosophie, genèse. Le mot genèse est important, interprétation, application. Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'est vraiment expliquer d'où elle vient, la loi, comment on l'a pensée, comment on l'a élaborée. Et c'est ce que je vous offre aujourd'hui comme sujet de conférence. Et la table a été très, très bien mise par Maître Allary, puisque une bonne partie de la genèse de la loi sur la laïcité de l'État, c'est l'arrêt mouvement laïque. C'est tout ce que le mouvement laïque, Maître Allary, avait fait pour aller chercher ce jugement-là, qui est venu établir sur une base très, très solide de la loi sur la laïcité de l'État, qui est venue 4 ans plus tard. Donc, je vous résume un petit peu, je vous explique un petit peu le contenu du livre, puis ensuite, je vais prendre 2 articles en particulier dont je voulais vous parler plus attentivement. Et d'abord, présentation le plus en détail du livre. Donc, le titre, Loi sur la laïcité de l'État, commenté, annoté, philosophie. Donc, j'ai commencé par une partie philosophique, entre autres parce que c'est reconnu par la Cour suprême là, que la philosophie, le contexte philosophique autour d'une loi peut servir à son interprétation. Donc, je discute des enjeux philosophiques autour de la loi avec 4 auteurs essentiellement. John Rawls, Charles Taylor, notre ami avec qui je débattais la semaine dernière. Ça a bien été, je vous rassure. Et Dominique Schnapper, donc une sociologue française, et Marc Chevrier, donc un politologue de chez nous. Alors, à partir de ces 4 auteurs-là, je discute de la loi. Donc ça, c'est ma partie plus préliminaire. Ensuite, je commence comme telle la loi annotée. Puis une loi annotée, c'est vraiment, je reproduis chacune des parties de la loi. Donc, je reproduis, par exemple, le titre de la loi. Je reproduis dans mon livre chacun des considérants, chacun des articles de la loi. Pour chacune de ces parties de la loi, donc pour le titre, pour chacun des articles, j'explique ensuite comment l'interpréter, comment l'appliquer. Et je fais ça à partir de 13 rubriques. C'est-à-dire que pour chaque article, prenons, mettons, l'article 1 qui dit l'État du Québec est laïque, là, de mémoire, ou le Québec est un État laïque. Donc, je prends un article comme ça, puis ensuite, la première rubrique, c'est les commentaires des auteurs. Donc, moi et mes collègues qui sommes tous avocats, professeurs de droit, chercheurs en droit,
on fait nos commentaires. Donc, à la lumière de tout le reste, à la lumière de toute la jurisprudence, les archives parlementaires et tout, nous, on explique, voici l'article, est-ce qu'il est nouveau ou pas, comment il faut l'interpréter, est-ce que c'est un principe à interpréter largement ou, au contraire, une exception à interpréter de manière très stricte. Donc, on explique ça, comment l'appliquer et tout. C'est notre première rubrique. Après quoi suit la rubrique commentaires du ministre. Donc, ce que j'ai fait, c'est pour chaque article, je suis allé voir dans les archives parlementaires, puis j'ai sorti, donc j'ai copié-collé l'extrait pertinent des archives parlementaires du ministre pour chacun des articles. Donc, pour par exemple, l'article 2, paragraphe 1, sur le principe de séparation de l'État et des religions. Chaque fois que le ministre en a parlé, je mets l'extrait pertinent dans mon livre. Comme ça, les juges qui veulent savoir qu'est-ce qu'on entendait par ce principe-là peuvent voir ce que le ministre en pensait. De manière comparable, ma troisième rubrique, commentaires du ministère du Conseil exécutif. Donc, évidemment, cette loi-là a été travaillée, oui, par le personnel politique, dont moi. Le ministre, personnellement, il a mis sa patte et ses connaissances, mais il y a évidemment toute une équipe de fonctionnaires qui a travaillé sur la loi. Et c'est l'équipe du ministère du Conseil exécutif, là, plus particulièrement un secrétariat aux réformes démocratiques, réformes des institutions démocratiques et à l'accès à l'information. Donc, cette équipe-là de fonctionnaires a rédigé la loi et avait préparé un document qui expliquait un petit peu leur interprétation, comment un peu leur source, et voilà, qui expliquait un peu dans leurs mots comment ils voyaient chacun des articles. Et j'ai eu accès à ça, j'ai vérifié, j'ai pu l'avoir par la loi d'accès à l'information, donc je n'ai pas violé aucun secret professionnel. J'ai pu mettre ça dans le livre, donc ça explique le point de vue peut-être un peu plus technique des fonctionnaires, alors que les commentaires du ministre, des fois, c'est un peu plus politique. Ensuite, quatrième, cinquième rubrique, j'ai reproduit dans mon livre tous les amendements qui ont été déposés, soit ceux qui ont été adoptés. Il y a eu des évolutions entre le projet de loi déposé au mois de mars, la loi adoptée au mois de juin, des choses qui se sont adoptées, qui se sont ajoutées, dont le droit à des services publics laïques, dont je vais vous parler tantôt. J'expose tous les amendements qui ont été adoptés et les amendements rejetés. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que parfois, les libéraux, par exemple, sont arrivés avec un amendement, puis là, le gouvernement, la CAQ, l'a mis de côté. Ça nous en apprend. Si l'amendement a été rejeté, si le projet d'amendement a été rejeté, c'est parce que le législateur ne souhaitait pas que ça veuille dire ça, ne souhaitait pas telle règle ou telle exception. Donc, ça nous permet, en voyant les amendements rejetés, de mieux comprendre le texte qui a été retenu. Alors, il y a tout un volet là-dessus. Ensuite, j'ai toute une rubrique loi antérieure. Donc, je regarde ce qui existait avant au niveau de la loi 62, la loi sur la neutralité religieuse de l'État, qui existe encore, mais dont plusieurs parties ont été abrogées ou remplacées par la loi 21. Donc, on regarde ce qui existait avant pour mieux comprendre notre loi actuelle. Ensuite, je regarde les projets de loi antérieurs. Donc, il y a eu beaucoup de projets de loi depuis 2012, 2013 sur la question de la religion. Par exemple, la Charte des valeurs du Parti québécois de 2013. Et donc, pour chaque article, je regarde les projets de loi antérieurs. Donc, par exemple, notre fameux article 6 sur l'interdiction du port de signes religieux pour les personnes en autorité, compare son texte à celui de la Charte des valeurs. Là, on voit que dans la Charte des valeurs, c'était la question du signe ostentatoire qui est interdit, alors que dans la loi 21, c'est tout signe religieux. Donc, par la différence entre les différents projets de loi, on peut voir certaines spécificités du texte de l'article pertinent de la loi 21. Et encore là, on peut mieux le comprendre, mieux l'interpréter. Ensuite, je regarde un peu des lois connexes, voir parfois s'il y a une notion qui est utilisée dans la loi 21, qui est utilisée dans d'autres lois. Bien, je vais chercher ces autres lois-là pour qu'on comprenne ce que veut dire la notion utilisée dans la loi 21. Ensuite, j'ai une rubrique sur le rapport de la commission Bouchard-Taylor, parce qu'il y a certains principes de la loi ou quoi qui viennent de là, donc on peut aller retourner dans le rapport, voir ce qu'il en disait, mieux comprendre certains aspects de la loi. Ensuite, j'ai une rubrique doctrine, donc des textes d'avocats, de professeurs de droit qui ont préparé finalement la loi sur la laïcité, entre autres des mémoires en commission parlementaire déposées par des juristes qui nous expliquaient comment ils voyaient la loi, comment ils voulaient la changer. Donc ça aussi, c'est utile pour la comprendre. Ensuite, jurisprudence relative à la loi. Il y a eu 2 jugements importants rendus concernant la loi sur la laïcité. 2 jugements qui ont refusé de suspendre l'application de la loi en attendant le procès sur le fond là, qui s'en vient la semaine prochaine. Et dans ces 2 jugements-là, les juges en parlent de la loi, même s'ils sont sur des questions techniques, là, d'en savoir est-ce qu'on suspend la loi ou pas. Ils prennent le temps de nous parler de la loi, donc on a déjà un peu de jurisprudence, alors j'ai reproduit ça également. J'ai reproduit également de la jurisprudence antérieure, donc quel jugement existait déjà avant la loi 21 qui nous permet de mieux comprendre la loi 21.
évidemment, l'arrêt mouvement laïque figure en bonne place. Ensuite, j'ai une dernière rubrique, droit comparé. Je vais regarder ailleurs dans le monde des législations comparables pour mieux comprendre notre loi 21. Donc, voilà pour la petite présentation du livre. Maintenant, deux articles sur lesquels je voulais attirer votre attention. Le premier, c'est l'article 2. Maître Allary en parlait tantôt. C'est l'article vraiment qui vient poser les principes. Premier principe, la séparation de l'État et des religions. Deuxième principe, la neutralité religieuse de l'État. Troisième principe, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes. Quatrième principe, la liberté de conscience et la liberté de religion. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on va s'attarder, sur celui-là qu'on va s'attarder. Donc, liberté de conscience, liberté de religion. Donc, évidemment, et Maître Allary le disait bien tantôt, la loi 21 s'inspire, même des fois reprend carrément des mots de l'arrêt mouvement laïque. Donc, la liberté de conscience au sens de la loi 21, ben, c'est la liberté de conscience au sens de l'arrêt mouvement laïque. Par contre, parfois ailleurs dans la jurisprudence, des fois, les tribunaux ont eu tendance à accorder beaucoup d'importance aux employés ou à des gens qui pratiquent une religion parce que les employés ont des syndicats, parce que les gens qui pratiquent des religions ont des institutions religieuses qui les appuient, qu'ils ont amenés devant les tribunaux avec des revenus, avec de l'argent pour gagner des causes. Donc, il y a certains jugements qui vont peut-être dans des directions différentes, mais le mouvement laïque est plus récent, plus pertinent. Donc, c'est celui qu'il faut retenir à mon avis. Autre chose à savoir au sujet de cet article-là, c'est qu'au Québec, notre tradition juridique, en droit privé, mais ça a un impact en droit public aussi, c'est la tradition du droit civil. Et en droit civil, il y a une règle qui dit les principes, ça s'interprète largement. Donc, on n'est pas comme en common law, toujours avec des solutions concrètes à des problèmes concrets. On marche à partir de principes et à partir de là, il y a un certain nombre de conséquences qui s'en déduisent. Et donc, ça fait en sorte que nos principes de l'article 2 sont d'interprétation large, contrairement, par exemple, aux droits acquis de l'article 31. Hein, le droit acquis de conserver son signe religieux, bien, ça, c'est une exception, donc c'est d'interprétation stricte. Donc, vous voyez, c'est le genre de choses qu'on peut expliquer dans le livre. Dernier article sur lequel je vais attirer votre attention, l'article 4, alinéa 2 ou paragraphe 2, si vous voulez. Je vous le lis. Donc, on dit la chose suivante. La laïcité de l'État exige également que toute personne ait droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques, ainsi qu'à des services publics laïques. Donc, le législateur a consacré un droit à des services publics laïques et c'est écrit ensuite dans la mesure prévue par la loi 21 et par la loi sur la neutralité religieuse de l'État. Donc, ça a été ajouté en cours de route. Plusieurs groupes en commission parlementaire sont venus le demander, dont le mouvement laïque, si je me souviens bien, Fatima Ouda-Pépin, les juristes pour la laïcité de l'État. Vraiment, plusieurs personnes ont insisté là-dessus parce qu'évidemment, vous connaissez la rhétorique. Ceux qui s'opposent à la laïcité vont dire « vous brimez mes droits ». Alors, moi, j'étais de ceux qui pensaient que c'était habile pour le législateur là, de dire « non, au contraire, la laïcité vient donner des droits ». En l'espèce, un droit à un État laïque, un droit à des services publics laïques. Alors, c'est quelque chose qui a été modifié en cours de route. Et moi, je vais même plus loin. Je considère que le droit qui est consacré à l'article 4, alinéa 2, le droit à des services publics laïques, c'est un droit fondamental. Ce n'est pas juste un droit voilà, un peu ordinaire, pourrait-on dire. Non, c'est vraiment un droit fondamental. Pourquoi je dis ça? Pour plusieurs raisons. D'abord, le droit des services publics laïques, ça découle de la liberté de conscience. Hein? Dans le fond, c'est la liberté de conscience, mais appliquée aux services publics, aux bénéficiaires de services publics. Donc, et la liberté de conscience, évidemment, c'est une liberté fondamentale. Donc, le droit qui en découle est aussi fondamental. Autre raison pourquoi c'est un droit fondamental, le droit à des services publics laïques, c'est pour tout le monde. Peu importe votre religion, peu importe votre croyance ou votre incroyance, tout le monde a droit à des services publics laïques. C'est pas comme, par exemple, le droit des écoles catholiques ou protestantes de l'article 93 de la Constitution canadienne, qui s'est longtemps appliqué au Québec, où là, on confère des droits religieux, mais juste pour certains groupes religieux, pas pour les autres. Donc ça, c'est pas un droit fondamental. C'est un droit très particulier, c'est limite même plus un privilège qu'un droit. Alors là, on n'est pas là du tout. Nous, avec notre droit des services publics laïques, c'est pour tout le monde, c'est universel
et ça contribue à en faire un droit fondamental. Ensuite, c'est également un droit fondamental parce que la loi est fondamentale. La loi 21, c'est une loi fondamentale au sens de loi constitutionnelle qui porte sur l'État et également, c'est une loi qui a une certaine prépondérance sur les autres. Dans le préambule de la loi, on parle de loi fondamentale, donc déjà, ça nous l'indique. On parle de prépondérance de la laïcité de l'État. On a un article, l'article 11, qui fait en sorte que la loi sur la laïcité prime sur plein d'autres lois. Donc, en cas de conflit entre la loi sur la laïcité et une autre loi, c'est la loi sur la laïcité qui l'emporte. Donc, tout ça, plus le fait qu'on ne peut pas, si vous voulez, la loi sur la laïcité de l'État l'emporte sur les contrats. Donc, vous avez une convention collective qui permet le port du signe religieux, c'est mis de côté, c'est la loi qui s'applique. Donc, tout ça contribue à en faire un droit fondamental. D'ailleurs, plusieurs des juristes qui sont venus défendre en commission parlementaire cette idée de mettre un droit à des services publics laïques, Henri Brun, Guy Tremblay, Daniel Turc, André Binette, Julie Latour et j'en passe. Ces gens-là qui ont présenté cette idée-là l'ont carrément dit dans leur mémoire, il s'agit de consacrer un droit fondamental. Et parfois, on pourrait penser, mais là, un droit fondamental, habituellement, c'est dans les chartes des droits. Et là, ici, on n'est pas dans une charte des droits. En fait, il existe des précédents. Hein. Par exemple, dans la charte de la langue française, qui porte le nom charte, mais qui n'est pas une charte des droits. Donc, dans la charte de la langue française, la loi 101, aux articles 2 à 6, on a des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux à faire usage du français dans différentes situations. Autre exemple, la Déclaration canadienne des droits, qui est une loi fédérale. Elle consacre des libertés fondamentales, même si elle ne porte pas le mot charte, ce n'est pas une charte constitutionnelle comme la charte québécoise. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et l'utilité d'avoir un droit fondamental à des services publics laïques, outre le fait, comme je le disais plus tôt, là, que ça, sur le plan de la rhétorique et du symbole, c'est important, mais juridiquement, c'est utile aussi parce que ça fait en sorte que ça va être plus facile pour quelqu'un qui veut assurer le respect de la loi 21 d'avoir ce qu'on appelle l'intérêt pour agir. C'est-à-dire que si vous allez dans un service public qui est soumis à la loi sur la laïcité de l'État et vous voyez que la loi n'est pas respectée, vous pouvez saisir le tribunal pour aller chercher un ordre du tribunal, une injonction par exemple, pour que le tribunal ordonne à l'institution publique de respecter la loi. Pourquoi vous pouvez faire ça? Parce que vous avez un droit à des services publics laïques. Alors qu'avant, s'il n'y avait pas ça, si c'était que des interdictions, c'est plus difficile de justifier une intervention au tribunal simplement pour assurer le respect d'interdictions si on n'a pas un droit explicitement consacré lié à ces interdictions-là. Donc maintenant, avec cette loi-là, ça veut dire que si vous voyez, vous, entre autres, les militants du mouvement laïque, si vous voyez des cas de non-respect de la loi, vous pouvez invoquer ce droit fondamental à des services publics laïques, saisir le tribunal. Puis là, on sait que ça coûte cher et que ce n'est pas simple, mais quand même, ça demeure possible sur le plan juridique. Et c'est entre autres à ça que sert ce droit à des services publics laïques, qui est un droit fondamental. Donc, je m'arrête ici. Peut-être qu'avec ce dernier point où je vous interpelle un peu, vous avez peut-être des questions pour nous. Alors, je m'arrête ici et je serai heureux de répondre à vos questions, d'échanger avec vous. Parfait. Merci, Maître Rousseau. Alors, je vous rappelle la procédure. Comme je ne peux pas voir tout le monde, alors je demande de procéder par le chat. Si vous bougez votre souris, vous allez voir apparaître dans le bas de l'écran parmi les fonctions la mention chat. Pendant que donc, les participants cherchent la procédure, cherchent la fonction, moi j'ai une question à relancer là, aux deux conférenciers. Je m'attendais que vous alliez mentionner le principe que dans la loi, en fait ça vient du jugement de la Cour suprême sur Saguenay, donc l'arrêt MLQ, qui dit que la laïcité, ou en fait, je pense qu'il dit la neutralité, tout doit être réelle et apparente. La Cour suprême a dit ça et on retrouve l'expression telle quelle dans la loi. Alors, réelle et apparente, pouvez-vous nous dire en quelques mots, peut-être Luc et Guillaume, si vous voulez compléter, ce que ça signifie exactement et quelle est la portée de ce principe-là dans la pratique? Bien. En fait, dans l'arrêt de la Cour suprême, là, on a utilisé cette expression-là de neutralité réelle et apparente là, pour l'opposer
au principe là, d'une part au concept de laïcité intégrale et à celui de la laïcité ouverte ou bienveillante, ou en fait à ces concepts-là. En fait, on regarde ça de façon pratique. Alors, faut qu'un représentant de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il se présente, là, où il offre des services ou intervient, à ce moment-là, il ne peut pas favoriser ou défavoriser une religion par son propre comportement ou sa propre façon soit de s'exprimer ou de quelque façon, il doit être neutre, tout simplement. Alors, quant à moi, c'est relativement simple à comprendre quand on dit neutralité réelle et apparente. Ben, ça veut dire que la personne qu'on a devant soi, ben, s'il faut que ce soit apparent, ben, ça veut dire que normalement, elle ne devrait pas porter de signes religieux, entre autres. Hein. Et puis quand c'est réel, ben, on ne doit pas faire semblant là, ou trouver des façons de favoriser une religion par rapport à une autre, ou de favoriser même l'athéisme par rapport aux religieux. En fait, l'État ne peut pas adopter quelque attitude que ce soit en matière de religion ou de... Ben, c'est ça, en matière de religion. C'est de cette façon-là qu'il faut le comprendre. Et quand on a rejeté le principe de la neutralité bienveillante, hein, qui avait été reprise par la Cour d'appel, en fait, il y a des auteurs qui avaient fait, qui avaient amené cette nouvelle définition de la neutralité là, pour permettre finalement soit la majorité de continuer à avoir certaines pratiques religieuses au sein des institutions étatiques. Alors, la Cour suprême a carrément dit, là, non, c'est pas admissible de cette façon, même au nom de tradition ou d'histoire ou de supposément d'objets de nature patrimoniale ou culturelle. C'est non. Alors, je pense que le jugement de la Cour suprême est très clair, là, puis il a fixé des balises et, à mon avis, la loi sur la laïcité de l'État ne s'éloigne pas des balises fixées par la Cour suprême dans sa définition de la neutralité religieuse de l'État. Guillaume, des choses à rajouter? Oui, rapidement, Luc fait une réponse très complète. J'ajouterais simplement que, effectivement, quand je parlais plus tôt, qu'il y a des extraits de la loi qui sont directement pris de l'arrêt mouvement laïque. C'est un bon exemple. Donc, à l'article 3, le respect des principes en fait et en apparence. Et j'ajouterais à ce que mentionnait Luc que la question de l'apparence, ça a été soulevé en jurisprudence avant l'arrêt mouvement laïque, beaucoup dans le cas des juges. Donc, on disait, par exemple, qu'il faut non seulement que le juge soit impartial, mais qu'il paraisse l'être. Et c'est une question, donc, de confiance du public dans l'institution. Donc, ici, par analogie, d'ailleurs, l'article 5, là, puis même l'interdiction du port de signes religieux, ça s'applique à certains juges de tribunaux administratifs. Donc, la logique s'applique ici aux juges également. Le juge a beau dire, ben moi, même si j'ai mon signe religieux, je ne tiens pas compte de ma religion dans mes jugements, je tiens compte seulement du droit de l'État. Traite tous les gens également, peu importe leur religion. Mais s'il a son signe religieux et qu'un justiciable qui arrive au tribunal, une personne raisonnable, voit ça et a une crainte raisonnable de partialité, eh bien voilà, la confiance dans l'institution est atteinte et c'est ce qu'on cherche à éviter en matière d'impartialité du tribunal. Et ça implique donc non seulement que le juge soit neutre religieusement, mais qu'il apparaisse l'être. Donc, d'où l'expression qui
ressort dans le mouvement laïque et dans la loi 21. Bon, première, il y a Nadia Mabrouk qui s'est inscrite. Elle s'adresse à Maître Allary. En fait, il y a répondu d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut dire que le principe de la neutralité bienveillante a été neutralisé par la Cour suprême dans la l'affaire Cour Saguenay? d'appel avait rendu un jugement unanime pour en fait, adopter ce genre de principe là, de neutralité bienveillante. Et puis, vous avez un jugement unanime de la Cour suprême. 9 juges sur 9 ont dit non, c'est pas admissible. Alors, je pense que on ne peut pas revenir en arrière. Je ne sais pas là, comment un tribunal pourrait arriver pour contredire ou amoindrir ou diminuer ce que la Cour suprême a dit dans l'arrêt de Mouvement laïque québécois. Question de Gaston Carmichael. En fait, il demande combien d'intervenants contre et sur quel article leur contestation porte. En fait, je vais élargir cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire que les forces en présence, qui est contre et qui sont ceux qui interviennent de notre côté, là, qui sont nos témoins experts et nos témoins parents? D'abord, qui est contre? Quels sont les intervenants qui s'opposent à cette loi? Il y en a. Est-ce que vous avez... tout le monde a beaucoup de temps. Personne n'avait prévu de se coucher tôt ce soir. Ça va être très long de faire la liste. Là. Ils sont une vingtaine, donc je peux vous l'énumérer, mais si on résume, bon, évidemment, il y a quelques enseignantes, AC, Lauson, il y a quelques syndicats, Fédération autonome de l'enseignement, l'Alliance de la fonction publique du Canada. Il y a un organisme fédéral. Des fois, on dit est-ce que le fédéral va intervenir? Non, non, le fédéral est intervenu déjà avec la Commission des droits de la personne et ses procédures unilingues anglaises. Donc, on a ça, on a le World Sikh Organization et la commission scolaire English School Board, Montreal English School Board. On a Quebec Community Group Network, donc le lobby là, des droits des anglophones. Donc, voici en gros peut-être les plus gros joueurs de l'autre côté. Amnesty International, Canada francophone. Donc, voilà les plus gros joueurs. Alors, en fait, pour compléter, sur le site dont vous avez reçu le lien dans la lettre d'invitation à la conférence, c'est-à-dire le site jedonne21.ca, il y a un onglet où vous allez, je ne sais plus quel titre de l'onglet, mais il y en a pas beaucoup, 3 ou 4. Vous avez la liste complète des opposants à la loi. Face à ça, je poserais peut-être à Maître Allary qui intervient de notre côté en faveur là, pour le mouvement laïque. Bon, en fait, on n'est pas nombreux, mais je pense que je pense qu'on a des arguments solides. Là. En fait, en principe, c'est le rôle du procureur général du Québec là, de défendre la validité de la loi, c'est son rôle. Mais il y a des aspects qui sont quand même particuliers là, dans le dossier, et notamment en ce qui concerne le mouvement laïque, là, toute la question de l'éducation de l'école laïque, puis la question des enseignants. Alors, c'est pour ça qu'on est intervenu. Et le procureur général du Québec, lui, il n'a pas accès nécessairement à des parents qui... je ne connais pas de parents qui vont appeler le contentieux du procureur général du Québec pour demander de les appuyer dans leur démarche ou dans leur, en fait, défendre leur point de vue devant le tribunal. Alors, c'est ça que le mouvement laïque va faire en représentant la voix des parents qui ont des enfants à l'école primaire et à l'école secondaire publique. Et pour défendre, dans le fond, leur droit à la liberté de conscience, puis leur droit d'assurer l'éducation morale de leurs enfants selon leurs propres convictions. Et non pas de laisser l'occasion à des enseignants qui portent des signes religieux d'influencer leurs enfants avec toute la symbolique que ces signes religieux-là peuvent représenter ou à tout le moins qui sont contraires aux convictions morales des parents et forcément de leurs enfants.
il y a un autre intervenant qui est PDF Québec, là, pour le droit des femmes du Québec. Et l'intérêt de cette intervention-là, c'est qu'ils font valoir l'article 28 de la Charte, là, que les droits fondamentaux, les libertés fondamentales doivent être égales pour les deux sexes. Alors, ils ont un point de vue qui est intéressant à soutenir et à défendre, puis notamment dans la question du port des signes religieux, notamment par des enseignantes. Il y a toute la symbolique là, qui s'applique à ça. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les groupes de femmes là, qui s'opposent à la loi en invoquant la discrimination à leur égard, il faudrait se demander plutôt, est-ce que c'est la loi qui est discriminatoire à leur égard ou leur croyance religieuse ou leur pratique religieuse? Hein, je pense qu'il y a une évidence là, à travers même les grandes religions là, que le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être évident, hein, pour dire le moins. L'autre groupe, c'est les libres penseurs athées qui sont pas, c'est-à-dire, eux interviennent à titre amical, alors ils ne peuvent pas présenter de preuves durant le procès, mais ils ont un point de vue intéressant. Je pense que c'est très bien que les personnes athées puissent faire valoir également leur point de vue. Et puis, de quelle façon que la loi, comme disait mon collègue Guillaume, en quoi la loi leur donne des droits. Alors, ce sont les trois groupes là, qui interviennent en appui au procureur général du Québec. Et évidemment, je pense il faut quand même dire que le procureur général du Québec, là, on avait des craintes au départ. Là, sont 15 experts qui vont être entendus durant le procès. Il y a 17 rapports qui ont été produits. Il y a 2 autres rapports d'experts qui ont été annoncés, là, qui devraient être déposés là, au tout début du procès. C'est en contre-expertise aux rapports qui ont déjà été produits. Mais nous, au mouvement laïque, on va faire entendre 4 témoins, hein, 4 parents qui vont faire état de leur expérience de vie, puis de quelle façon ils voient la situation à l'école, si éventuellement il y avait des enseignants qui portaient des signes religieux contraires à leur conviction. Alors, je trouve ça important que des parents se présentent devant le tribunal, puis expriment au tribunal leurs préoccupations, leurs inquiétudes, si jamais la loi était invalidée. Alors, c'est ce que le mouvement laïque va faire, parce que tout le reste, c'est un débat d'experts, en grande partie, puis un débat de juristes. Mais je pense que les parents ont le droit, comme citoyens, de se faire entendre, puis d'exprimer leur point de vue. En fait, c'est l'expression même de la liberté de conscience, elle va être portée par les parents devant le tribunal. Merci, Maître Allary. Et encore là, on a sur le site jedonne21.ca, vous avez les déclarations assermentées des parents qui vont témoigner. J'ai une question de... Daniel, voulais-tu que je mentionne nos experts rapidement? Oui, vas-y. OK, donc on a deux rapports d'experts et 2 experts qui viendront témoigner. D'une part, Jacques Beauchemin, qui est professeur de sociologie à l'UQAM et qui est vraiment une analyse socio-historique là, qui remonte aux rapports parents et tout pour expliquer comment c'est important pour le Québec, la laïcité et comment l'interdiction du port des signes religieux pour les enseignants s'inscrit dans la continuité de notre histoire et a vraiment son utilité et toute sa pertinence. Et l'autre rapport d'experts, qui est vraiment, à mon avis, le meilleur de tous les rapports d'experts, toutes parties confondues, c'est Georges Legault, qui est un expert en éthique professionnelle, donc entre autres en éthique des enseignants. Et lui, il explique clairement que le port du signe religieux par un enseignant peut tout à fait choquer, indisposer des parents d'élèves,
des élèves également et que ça peut tout à fait nuire à la relation pédagogique entre l'enseignant et ses élèves, nuire à la communication avec les parents de l'élève. Et à partir de là, même s'il n'y avait pas de loi 21, les enseignants devraient s'abstenir de porter un signe religieux par éthique professionnelle. Alors ça répond, à mon avis, de manière flagrante aux fameux arguments qu'on nous servait pendant les débats sur la loi 21. Vous n'avez pas d'études, il n'y a pas rien qui le prouve, vous n'avez pas vraiment de preuves que le port du signe religieux, entre autres par les enseignants, est problématique. Là, on a vraiment un rapport d'experts extrêmement solide. Et à ma connaissance, je ne pense pas qu'il est vraiment contredit par les autres, en tout cas sous l'angle de l'éthique professionnelle. Alors, c'est vraiment du solide. Je disais tantôt que le procureur général du Québec n'avait pas de témoins, témoins ordinaires, là, sauf des experts, mais il est arrivé tout récemment. Il a produit une déclaration assermentée sous serment là, de Guy Rocher, hein, qui va témoigner, malheureusement, là, on a appris là, que son état de santé ne lui permettrait pas là, de se présenter au tribunal, mais il a déposé une déclaration sous serment qui raconte là, finalement, en fait, Guy Rocher, c'est le père de l'école publique laïque hein, au Québec. C'est un des auteurs du rapport Parent. Alors, il va écrire, en fait, toute l'histoire qu'il a vécue là, depuis le rapport Parent jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est un témoignage très intéressant. Alors, je pense que ça, c'est... en fait, on verra bien ce que le tribunal en fera, mais je pense que c'est majeur comme élément là, dans le dossier. Jacques Savard a fait, oui, une question assez pertinente. Il demande qu'est-ce que c'est en fait, qui est un représentant de l'État? Ou c'est quoi être un représentant de l'État et ça concerne qui? Est-ce que parce qu'on entend souvent dire les enseignants ne sont pas des représentants de l'État, alors pourtant ils sont visés par la loi. Alors, c'est ça. Questions juristes. En fait, ce sont des cas d'espèce, mais ils sont mentionnés à l'annexe 2 de la loi. Hein? Vous avez oui, mais est-ce qu'il y a une définition? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dit que tel poste, ça répond à la définition ou au concept de représentant de l'État? Est-ce que oui? Ben, dans l'arrêt du mouvement laïque québécois, là, il y en a une définition d'un représentant de l'État. Hein. C'est celui qui parle au nom de l'État comme le maire d'une municipalité. Hein. C'est le maire Tremblay là, de Saguenay. Il n'est pas visé par la loi, là, mais ça en était un représentant de l'État. Alors, quant à moi, la liste qui est prévue à la loi n'est pas exhaustive. Mais il faut regarder simplement le type de fonction que la personne va occuper. L'autorité qu'il a sur le citoyen. Vous savez, il y en a beaucoup d'employés de l'État. Hein? Un conducteur d'autobus, c'en est un. Hein? Mais il n'y a pas d'autorité sur la conduite des personnes. Il a son véhicule, mais pas sur la conduite des personnes. Un policier va avoir une autorité sur la conduite des personnes. Un enseignant a l'autorité sur la conduite des élèves de sa classe. Alors, ce sont ces concepts-là qu'il faut regarder comme un gardien de prison. Hein? Il y a une autorité sur les personnes qu'il détient. Alors, je pense qu'il faut y aller de façon pragmatique là, dans la définition. Peut-être que la nomenclature là, qui est prévue à la loi, là, je ne suis pas certain là, que c'était vraiment nécessaire, mais sauf qu'elle a l'avantage de préciser certaines catégories d'emploi où il n'y aura pas de débat. À savoir s'ils sont ou non des représentants de l'État. Mais quant à moi, là, que la loi soit valide ou non, le principe de la neutralité de l'État est acquis. Hein. Et ce que l'arrêt du mouvement laïque dit en ce qui concerne les obligations de neutralité d'un représentant de l'État, ben, ça a été dit avant l'adoption de la loi. La loi ne fait que reprendre cet élément-là. Alors, c'est pour ça que
Je pense que c'est bien qu'on ait effectivement une loi qui vient définir tous ces concepts-là. Ça va aider. En fond, c'est un exercice d'éducation, ça, un texte de loi, là, parce que les gens peuvent lire leurs droits ou leurs obligations dans ce genre de document plutôt que de se fier uniquement à l'interprétation que les tribunaux vont en faire. C'est ce qui est arrivé dans le mouvement laïque. Hein. Le juge Gascon il dit la neutralité de l'État, c'est une notion évolutive de la liberté de conscience et de religion. Alors, donc, je pense que ça peut continuer à évoluer, mais dans le bon sens, plutôt que, en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse reculer sur ce qui a déjà été écrit là, dans l'arrêt de mouvement laïque. D'accord. J'ai Steven Bednikoff qui souligne que la loi sur la fonction publique là, interdit aux fonctionnaires de porter des signes politiques pour faire... il y a une obligation d'observer un principe de neutralité politique, incluant de ne pas afficher de signes politiques. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec ça? Et est-ce que c'est un bon argument pour défendre l'interdit de porter des signes religieux? Si je comprends bien la question. Ben, en fait, on va retrouver ce genre d'interdiction. Le code de déontologie des policiers interdit aux policiers de poser des actes en rapport avec la religion, le sexe, etc. Alors, on retrouve ça déjà là, pour les policiers. On a visé l'aspect politique, là, mais la Cour suprême là, a quand même défini cette obligation de neutralité alors qu'aucun texte de loi n'existe. Hein. C'est écrit nulle part dans les chartes, ça, le principe de la neutralité de l'État. C'est simplement une interprétation évolutive là, du concept là, de liberté de conscience et de religion. Alors, on l'a bien défini dans cet arrêt-là, et puis la loi sur la laïcité a pris cette définition-là. Alors, quelle est la différence, une question de M. René Toucourt, quelle est la différence entre liberté de conscience et liberté de religion? Bien, souvent, la liberté de conscience est vue de façon négative, tandis que la liberté de religion de façon positive, dans le sens que la liberté de religion, c'est pour permettre une pratique. Hein? Alors, on pose des gestes, tandis que ceux qui sont incroyants, agnostiques ou athées n'ont aucun geste à poser. Alors, ils vont s'opposer à une pratique religieuse. Ça a souvent été vu de cette façon-là. Mais avec le principe de la neutralité religieuse de l'État, qui est maintenant consacré dans une loi, bien, je pense qu'on peut y voir là, un élément là, qui va garantir l'exercice de la liberté de conscience. Effectivement, on peut dire que la liberté de conscience, c'est plus large, puis que la liberté de religion, c'est inclus dans la liberté de conscience, puis c'est plus précis. Parce que dans le fond, quelqu'un pourrait, par exemple, plaider que si, je ne sais pas moi, si on veut le forcer à manger de la viande alors qu'il est végétarien, puis que c'est super important pour lui, puis c'est dans ses croyances de ne pas faire mal aux animaux, même si ce n'est pas religieux comme croyance, il pourrait invoquer la liberté de conscience, non pas la liberté de religion, mais la liberté de conscience pour aller chercher un accommodement ou pour dire qu'on viole sa liberté de conscience. Alors, c'est plus large que juste la religion et ça peut être le volet positif en plus du volet négatif dont parlait Luc. Carmichael là, qui m'a dit qu'il y aurait une sous-question à ce qu'il a posé tout à l'heure comme question. Monsieur Carmichael, vous pouvez ouvrir le micro? Oui, je suis là présentement. C'est bon, allez-y. Ça rapporte à ma question que je demandais c'était qui les intervenants en contre. Je voulais savoir également quel article était visé particulièrement par ces comptes. C'est-tu quelques articles en particulier que tout le monde vise dessus ou ils visent l'ensemble de l'œuvre? Puis j'ai une sous-question à ça aussi. Il y a plusieurs intervenants que vous avez mentionnés, c'était anglophone pas mal. Alors, est-ce qu'il y a un enjeu linguistique dans cette loi-là?
Non, il n'y a pas d'enjeu linguistique, mais la commission scolaire English Montréal fait valoir l'article 23 de la Charte canadienne, disant que la loi intervient dans le contrôle ou la gestion des écoles de la communauté anglophone, alors que ça serait contraire à la Charte canadienne. Le Québec Community Group Network? Ben, eux sont, en fait, sont majoritairement pour la liberté individuelle de religion sans tenir compte de l'obligation de neutralité de l'État. En fait, toutes les personnes là, qui contestent la validité de la loi actuellement font valoir leur droit individuel à la liberté de religion sans tenir compte des fonctions qu'ils exercent. La loi ne vise que l'interdiction de porter des signes religieux. Ce n'est qu'au travail, pendant une certaine période de la journée, pendant que la personne travaille pour son employeur qui est l'État, qui lui fixe des conditions de travail, à savoir de ne pas porter de signes religieux pendant alors que cette personne-là est au travail, tout simplement. Alors, la Fédération autonome de l'enseignement utilise ce moyen-là pour venir dire qu'effectivement, on intervient dans les conditions de travail, alors que le gouvernement n'a pas d'affaire à s'ingérer dans les négociations des conventions collectives, etc. Enfin, écoutez, on remonte même jusqu'à l'Acte de Québec là, pour contester la loi. Là. Il n'y a personne qui invoque de l'autre côté l'arrêt mouvement laïque québécois parce que, je veux dire, c'est un arrêt quant à moi qui est majeur, là, puis qui a fait une mise à jour de ce principe de la neutralité religieuse de l'État. Puis là, on remonte jusqu'à l'Acte de Québec. Les opposants là, utilisent tous les moyens qu'ils peuvent avoir à leur disposition pour contester la loi. Alors, moi, je pense que ce qu'on fait valoir de notre côté, c'est un arrêt de la Cour suprême. Que voulez-vous, là? On est complètement à l'opposé. Alors, on verra bien. Claude Coetzee, comment répondre à l'argument qui prétend que les signes religieux font partie intégrante de l'identité des croyants sincères qui les portent et que leur droit d'afficher leur religion fait partie de leur liberté de religion? Peut-on leur opposer le droit des athées sincères d'afficher leur athéisme tous les jours dans la salle de classe? Oui, OK. En gros, ça revient un petit peu à ce qui a été mentionné par Luc plus tôt. Dans le fond, ce dont Claude nous parle là, c'est une reformulation du même argument, là, qui est l'argument de la liberté de religion des enseignantes, par exemple, et tout. Effectivement, il mentionne ça, que ça fait partie de leur identité. Puis là, bon, je pense pas que ça ajoute grand-chose. Le critère, c'est plutôt la croyance sincère. Puis à partir de là, on revient au mouvement laïque, c'est-à-dire, oui, la croyance sincère, oui, vous avez le droit au libre exercice, mais pas lorsque vous êtes un représentant de l'État et que vous êtes dans le cadre de vos fonctions. C'est comme si à ce moment-là, dans le fond, dans la liberté de religion, il y a deux grands principes. Il y a le libre exercice et il y a la neutralité religieuse. Mais lorsque vous êtes représentant de l'État dans le cadre de vos fonctions, la neutralité religieuse l'emporte sur le libre exercice. Alors que lorsque vous êtes dans le privé ou quoi, au contraire, le libre exercice l'emporte sur la neutralité religieuse qui n'a pas sa place. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, tout simplement en suivant la logique de l'arrêt mouvement laïque. D'accord, merci. Louise Mailloux. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, merci à Maître Allary et Maître Rousseau pour la communication de ce soir. Moi, j'aimerais amener ça sur un terrain un peu plus politique. Les raisons, quelle est l'intention fondamentale de cette loi-là? Alors, on parle beaucoup, évidemment, de l'interdiction des signes religieux pour certaines catégories d'employés, dont les enseignants. Mais on sait très bien, vous avez parlé tout à l'heure, Guillaume, tu parlais d'un des experts, Jacques Beauchemin, qui dit que l'interdiction des signes religieux s'inscrit dans la continuité de notre histoire.
C'est vrai, puis en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État québécois n'a jamais eu à légiférer au Québec par rapport aux catholiques et aux protestants sur la question de l'interdiction des signes religieux. Or, aujourd'hui, en 2020, les catholiques ne portent pas, en général, là, les professeurs ne portent pas de signes religieux, les protestants ne portent pas de signes religieux, les témoins de Jéhovah ne portent pas de signes religieux, les athées ne portent pas de signes religieux, les bouddhistes ne portent pas de signes religieux. Bref, on va amener probablement à l'objection que cette loi-là, son intention, c'est vraiment de discriminer les musulmans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Autrement dit, vous revenez sur le principe de neutralité religieuse de l'État qui s'appuie sur le jugement de Saguenay, sur le plan juridique, sur le plan de la jurisprudence. Vous revenez sur le fait que l'article 4 de la loi 21, je pense, donne le droit à tout citoyen d'avoir accès à des services laïques. Tout ça est vrai. Mais en revanche, on pourrait vous apporter l'objection que cette loi-là, elle est discriminatoire à l'égard des musulmans, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres croyants ou non-croyants. Et là, quand je dis ça, je crois entendre Charles Taylor. Bien, il reste que c'est un de ses arguments et j'ai l'impression que ça va vous revenir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce que d'aborder les choses uniquement au niveau des principes, de dire que l'interdiction vaut pour tous les signes religieux, c'est toujours ce qu'on entend. Il n'en demeure pas moins qu'on passe à côté d'une dimension politique importante qui est celle de l'islamisme, de la montée d'un islam radical. Pensez par exemple à ce qui vient de se produire en France et je pense que ce n'est pas terminé. Alors, c'est comme si votre argumentaire, je sais que vous ne souhaitez pas amener les choses sur le terrain politique, mais ce qui est quand même, moi, ce qui me frappe, c'est que il reste que cette loi-là, elle est éminemment politique aussi. Il y a une dimension politique qui est comme l'angle mort de l'approche juridique. Moi, personnellement, ça m'agace, mais je sais très bien que comme vous allez devant les tribunaux, vous allez demeurer sur le terrain juridique et c'est ce que les juges veulent entendre. Mais il reste que vous allez devoir faire face à cette objection-là qui est que cette loi-là, qui prêche la neutralité politique, de l'État, n'en demeure pas moins, bien concrètement, discriminatoire à l'égard des musulmans qui, eux, pour reprendre les termes de Charles Taylor, sont des gens de foi pour qui la foi doit s'exprimer aussi dans leurs vêtements et qui ne font pas la distinction entre gens au travail et etc. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, écoutez, c'est pas juste les personnes qui portent des voiles, là, en raison de la religion musulmane qui contestent la loi. Vous avez des sikhs, vous avez des gens qui professent le judaïsme, le bouddhisme. En fait, effectivement, il y a des gens qui sont religieux et qui ne portent pas des signes religieux là, parce qu'ils ne veulent pas ça ne fait pas partie de leur pratique ou de leur croyance. C'est une question de liberté individuelle. Mais la loi, c'est adopté par des politiciens. Alors, c'est toujours politique. Toutes les lois sont politiques. C'est adopté à l'Assemblée nationale, puis vous avez un débat politique pour l'adoption de chacune des lois. Alors, la loi sur la laïcité de l'État ne fait pas exception, mais normalement, les politiciens essaient de refléter ce que la population recherche, là, ou de mettre en place des mécanismes là, soit de cohésion sociale ou de voir à ce que la société fonctionne de façon adéquate là, puis pour toutes les personnes là, qui composent la société. Alors, mais effectivement, devant la Cour, c'est un... Mais quand on conteste une loi, effectivement, c'est un débat juridique, mais il y a aussi des éléments politiques qui rentrent en ligne de compte. Parce que les experts vont amener là,
D'ailleurs, il y a des historiens comme experts dans le dossier. Il y a l'ancien ministre, là, Benoît Pelletier, là, qui va parler du fédéralisme asymétrique au Canada. Alors, ça touche forcément de politique. Mais évidemment, le juge, lui, c'est de déterminer si l'Assemblée nationale avait compétence pour adopter cette loi sur la laïcité. Et puis, si elle contrevient ou pas à la Charte canadienne, mais il est pris avec la clause dérogatoire. Et, bon, est-ce qu'on attaque aussi la validité de la clause dérogatoire? En fait, le débat est très important parce que les politiciens ont fait valoir la clause dérogatoire supposément pour éviter un débat judiciaire ou pour éviter la contestation de la loi. On voit que ce n'est pas le cas. Mais la clause dérogatoire, quand on regarde bien le contenu de la loi, elle est là que pour protéger les droits acquis. Parce que si on prend comme principe que la neutralité religieuse de l'État, c'est un principe fondamental de la Constitution canadienne, et que la loi sur la laïcité de l'État ne fait que répéter ce principe-là dans le texte de la loi, ben, je ne vois pas comment on pourrait la déclarer invalide. Hein? Et est-ce qu'elle a besoin d'une clause dérogatoire? Moi, à partir du moment où on prend ce qui est écrit dans l'arrêt de la Cour suprême dans le mouvement laïque, puis qu'on le met dans un texte de loi, la Cour suprême, comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'elle a interdit au maître Tremblay de réciter une prière à l'ouverture des assemblées publiques, elle ne s'est pas posé la question si c'était justifié en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne ou que a simplement interdit au nom de ce principe de neutralité religieuse de l'État. C'est l'obligation de l'État de demeurer neutre et donc ses représentants doivent respecter cette obligation-là dans l'exercice de leur fonction. Sinon, c'est eux qui portent atteinte, c'est eux qui discriminent. Dans le mouvement laïque, non seulement le maire Saguenay, la Cour lui a dit, c'est pas vrai que l'interdiction de la prière porterait atteinte à votre liberté de religion, c'est pas vrai que ça vous discriminerait. Au contraire, en faisant votre prière, vous discriminez les gens dans la salle, les athées qui n'en veulent pas de votre prière. Donc, il faut vraiment prendre ça à l'envers, pas embarquer dans le discours comme quoi les musulmans, ils seraient discriminés. Au contraire, quand ils veulent porter leur voile tout en enseignant, c'est eux qui discriminent les enfants et les parents d'enfants qui n'en veulent pas de signes religieux. Donc, ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Puis, sinon, dans notre plan d'argumentation écrit à l'oral, je pense qu'on va y revenir, contrairement au procureur général, là, qui est plus sur la clause dérogatoire, qui va moins là-dessus, nous, on y va sur la question du voile et tout. Puis même, on plaide un jugement dans une affaire de protection de la jeunesse où il y a une jeune fille qui est forcée par son père et son fiancé à porter le voile. Et finalement, dans le jugement, on mentionne qu'elle a fini par échapper à sa famille puis à aller se réfugier chez les voisins et tout, par la police. Mais dans le jugement, il mentionne là, que la jeune fille qui est forcée de se voiler, le seul endroit où elle échappe au contrôle de son fiancé, de son père, c'est à l'école. C'est le seul endroit, puis c'est mentionné comme tel dans le jugement. Fait que, nous, on n'hésite pas à aller sur cette question-là, même si elle est politique, même si elle est délicate, on va plaider ça, alors que le procureur général ne va pas jusque-là. Alors, il faut être sûr qu'on ne se cachera pas derrière notre petit doigt. Puis sinon, pour l'aspect politique, bien, en plaidant la disposition de dérogation, ça, c'est un débat qui est très politique, là, à savoir c'est le rôle du Parlement par rapport aux tribunaux et tout. Nous, on demande aux tribunaux de respecter le choix de l'Assemblée nationale. Donc, il y a des arguments politiques qu'on plaide sous une forme plus juridique, là, mais faites-vous-en pas, là, on y va là-dessus aussi. Je retiendrai comme dernière question celle de Claude Talbot, en fait, même s'il a déjà quitté. Il demande qu'est-ce qui s'est passé depuis l'adoption de la loi 21. Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments là, qui peuvent aider à la cause ou encore qu'il y en aurait peut-être de l'autre côté nuire à la cause? Ce qui est intéressant, c'est que depuis un an, il n'y a pas eu de catastrophe. Là. Les autres, ils nous disaient que la loi va être inapplicable, puis il va y avoir des pénuries d'enseignantes, ça va être l'enfer. Pas du tout là. Puis plus le temps passe, plus on voit que la loi s'applique, puis il n'y a pas particulièrement de problème.
ils ont mis en preuve là, bon, que effectivement la loi est appliquée, puis s'il y a certaines enseignantes qui refusaient de s'engager à enseigner sans signe religieux, qui n'ont pas été embauchées. Ça, c'est leur preuve, mais ça, je veux dire, c'est pas très fort. Puis il n'y a pas eu de mesure disciplinaire à pu finir parce que vu qu'il y a le droit acquis, ben, il n'y a personne qui a perdu son emploi. Donc, il n'y a vraiment pas de drame qui est arrivé dans le cadre de l'application de la loi. Puis plus le temps passe, plus ça confirme ça, que toutes les prédictions catastrophiques des opposants ne se sont pas avérées. C'est ça qui est arrivé depuis un an. Parfait. Et puis bon, dernier point, David Rand, en fait, qui demande si le MLQ va faire la distinction entre la liberté de croyance religieuse et la liberté de pratique, donc conscience versus expression. Je me demande, mais en fait, c'est pas plus le point, ça, justement, des libres penseurs athées là, que David représente, mais est-ce que c'est une distinction qui est faite dans la plaidoirie du mouvement laïque? C'est-à-dire la liberté de religion entendue au sens de la liberté de culte et la liberté de conscience. Ben, je sais qu'on fait la distinction entre la liberté de croire, qui est presque absolue, versus la liberté de pratiquer. Et là, ça a des impacts sur les autres, et là, ce n'est pas absolu. Donc, je pense que cette distinction-là, on l'a fait là, de mémoire. Il y a un passage dans le temps d'argumentation. D'accord. Est-ce que, David, est-ce qu'il est encore là? Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Ouais. Je suis content qu'on touche à ce point-là dans l'intervention du MLQ. C'est très bien de distinguer à l'emploi, c'est une expression que le croyant ou la croyante fait. Il exprime sa croyance. C'est une pratique. Porter un signe religieux, c'est une pratique religieuse et non seulement une croyance. On a fait pas mal le tour. Moi, je remercie tout le monde. Je remercie nos deux conférenciers et nos deux procureurs qui vont débattre pendant 5 semaines, peut-être même 7, devant la Cour. Ça s'est déroulé très rondement là, ce soir avec la participation et collaboration de tout le monde. Et je vous rappelle de ne pas oublier d'aller consulter le site de jedonne21.ca dans lequel vous pouvez faire des dons pour la défense de cette cause très importante et pour laquelle on a besoin du soutien de tous. Salut à tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée et puis on va se souhaiter bonne chance.